quelques minutes. On va laisser quelques minutes là, pour les participants afin que tout le monde se connecte avant de commencer. La première fois que je fais sans voir les gens. Oui, c'est ça. Et à parler seul devant un écran. Bon. Participants, êtes-vous là? Oui, c'est ça. Envoyer des signaux de boucan. Oh, on voit quelqu'un qui a levé la main, donc officiellement, on n'est pas seul. Bon. Les gens nous disent qu'ils sont là. Yeah, merci d'être là. Super. Donc, ça ne sera pas bien long, là. On va commencer si peu. Bon, bien, sans plus tarder, démarrons ce webinaire qui porte sur la conciliation famille-travail, une composante essentielle de votre rémunération globale. Donc, on commence à l'instant. Je vous présente nos panélistes dans quelques secondes. Pour démarrer, c'est un webinaire Concilivie. Donc, Concilivie, c'est quoi? Qui on est? Qu'est-ce qu'on fait? Pour certains, vous le savez déjà, on commence à reconnaître des habitués de nos webinaires dans les inscriptions. Donc, bonjour à ces personnes. Pour les nouvelles personnes qui découvrent peut-être Concilivie, Concilivie, ce que c'est, en fait, c'est une initiative du Réseau pour un Québec famille, qui est un organisme à but non lucratif. Et donc, Concilivie, c'est une initiative qui se dédie entièrement à la conciliation famille-travail. On a deux volets principaux dans nos activités. On a un centre d'expertise qui documente l'évolution de la conciliation famille-travail au Québec, notamment par le biais de grands sondages annuels, un auprès des travailleurs, l'autre auprès des employeurs. Avec le centre d'expertise, on réalise aussi des travaux pour essayer de faire avancer le dossier de la conciliation famille-travail pour nous permettre notamment d'aller voir dans certains secteurs d'activité à identifier des solutions innovantes pour la conciliation famille-travail quand c'est peut-être un peu moins évident de manière naturelle là, de s'investir dans cette voie-là. Donc, ça fait partie des travaux qu'on réalise. Puis, on a aussi le Saut Concilivie, qui est une reconnaissance en matière de conciliation famille-travail. Donc, c'est une démarche accompagnée que les organisations réalisent pour en venir à identifier les besoins des employés, pour ensuite implanter une charte de conciliation famille-travail qui va officialiser l'ensemble des mesures disponibles pour les employés, menant donc à l'obtention de cette reconnaissance-là que les organisations peuvent ensuite utiliser, par exemple, dans leur recrutement ou pour mettre en valeur l'engagement qu'ils ont. Donc, à ce jour, on est rendu à environ 36 détenteurs de SAUT depuis son lancement à l'automne 2019. Donc, voici pour la présentation de Concilivie. Sans plus tarder, je vous présente nos panélistes qui ont gentiment accepté de joindre à nous aujourd'hui pour parler de rémunération. Donc, d'abord, Mélissa Pilon de Rémunération & Co. Mélissa, je te cède la parole pour te présenter. Oui, mais merci. Alors, depuis presque 5 ans, effectivement, je mange de la rémunération presque pour déjeuner au sein de Rémunération Éco. Mais en fait, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine des RH et de la rémun, donc depuis 15 merveilleuses années, je pourrais dire. J'ai une grande vision. En fait, j'aspire à simplifier la gestion de la rémunération, puis je veux aussi contribuer à faire en sorte, en fait, que chaque employé soit en mesure de donner son plein potentiel pour oublier son salaire, en fait. Donc, c'est ma prétention et ma vision, en fait. Merci beaucoup, Mélissa. Et puis, on a aussi avec nous Claudia de chez Nexus Innovation qui aura le volet un peu application pratique dans le webinaire aujourd'hui. Donc, Claudia, je te cède la parole pour te présenter. Oui, bien, allô, enchantée. Moi, je suis chez Nexus Innovation depuis plus de 2 ans et demi, en fait, à ce jour. Puis, je suis vraiment une passionnée de culture d'entreprise. Ça me fascine beaucoup tout l'écosystème dans une entreprise, puis comment on peut amener les êtres humains qui bâtissent cette organisation-là vraiment plus loin. Puis chez Nexus Innovation, je suis lead talent culture, donc je m'occupe beaucoup de tous les projets reliés à la culture d'entreprise. Puis à placer l'humain au cœur de la stratégie d'affaires, en fait. Et voilà.
Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Je pense que le sujet est fort pertinent. On l'a vu par le nombre d'inscriptions qu'on a eu au webinaire. Donc, vraiment, merci d'être là. Petit détail technique avant de débuter, on est en mode webinaire, donc vous n'aurez pas accès à vos caméras en tant que participant aujourd'hui. On vous invite pour poser vos questions à utiliser le module questions-réponses qui se trouve, j'imagine, au bas, dépendamment de votre configuration, mais bref, dans vos menus Zoom, le Q et R si vous êtes en français. Donc, on a une collègue, Annick, qui est là à la technique, qui pourra répondre à certaines questions plus techniques au besoin. Sinon, pour nous, ça nous permettra à la fin de répondre à vos questions puis de les voir là, dans cet affichage-là. Donc, on vous invite vraiment à utiliser le module de questions et réponses tout au long du webinaire. Puis donc, on y reviendra à la fin là, pour pouvoir y répondre. Donc, on se lance. Puis là, évidemment, j'ai accroché ma souris. Nous voilà rendus à la première question. C'est quoi la rémunération globale? Puis en quoi est-ce que ça touche ou en quoi est-ce que ça concerne la conciliation famille-travail? Donc, Mélissa, je te céderai la parole pour commencer. Oui, c'est une excellente question, première des choses. Puis aussi, je démystifierais un petit peu parce que souvent, j'entends que la rémunération globale, est-ce que c'est la somme de tous les salaires dans une organisation? En fait, c'est encore mieux que ça. C'est la somme des éléments qu'on appelle monétaires et non monétaires qu'un employé va bénéficier de la part de son employeur. Donc, c'est vraiment lié à la proposition de valeur de l'employeur, donc la proposition de valeur que vous faites à vos employés. La rémunération globale, ça comprend, oui, la rémunération qu'on appelle directe, donc le salaire fixe et ou la rémunération variable ou les bonis, si vous en avez, bonis, commissions. Mais souvent, on l'oublie et où on ne le sait pas, mais ça comprend aussi la rémunération qu'on appelle indirecte, donc les assurances collectives, les régimes de retraite si vous en avez, les autres conditions ou avantages que j'appelle distinctifs. Par exemple, la possibilité d'avoir des horaires condensés ou carrément de choisir son horaire de travail en fonction de son temps le plus productif de la journée. Il y en a qui offrent aussi des services de garde sur les lieux de travail. Il y a maintenant le nomad working qu'on entend de plus en plus parler, la télémédecine. J'ai vu des abonnements Netflix. Là, la liste peut être très longue. On appelle ça indirect, mais on pourrait presque appeler ça de la rémunération que j'appellerais inconsciente presque. Je le dis en blague parce que les organisations souvent investissent des gros montants dans ces volets-là. Puis souvent, je dirais même la plupart du temps, les employés n'en réalisent pas la valeur de ces éléments-là. Donc ça, c'était pour le volet monétaire, ce qu'on voit le plus ou ce qu'on a le plus conscience. Donc ça va surtout attirer vos employés dans votre entreprise maintenant et surtout, on veut les fidéliser. Donc, on va faire ça avec le volet non monétaire de la rémunération globale. Ça va comprendre plusieurs choses. Il y a en premier le développement professionnel. Donc, est-ce que nous, on est une organisation qui mesurons le rendement, par exemple, via des résultats et non pas avec un nombre d'heures travaillées seulement? Est-ce qu'on a des rencontres fréquentes de suivi avec nos employés et leurs gestionnaires? Est-ce qu'on a conçu des programmes de formation à l'interne, etc.? Ça va comprendre aussi la reconnaissance. Donc oui, souvent c'est étonnant, mais il y a la reconnaissance monétaire, mais aussi et surtout celle qui est non monétaire. Donc les remerciements, est-ce que nous, on remercie spontanément ou dans le fond, l'employé devrait savoir ce qu'il a à faire, je n'ai pas besoin de lui dire, souvent j'entends ça. Donc, où on donne du feedback régulier sur la contribution, c'est encore plus puissant, puis on le sait surtout en mode télétravail. Ça va aussi comprendre l'environnement de travail. Donc, est-ce que, dans le fond, le type d'activité sociale. D'ailleurs, j'ai vu, Claudia, vous avez fait votre Nexos barbecue. C'était très chouette, d'ailleurs. Est-ce qu'on est une usine si on est une usine, par exemple, est-ce qu'on a un environnement de production qui est climatisé, propre, sécuritaire? Donc, ça rentre dans l'environnement de travail. Puis, étonnamment, moi, je rentre aussi là-dedans la culture. Donc, l'intangible, donc les croyances, vos modes de pensée, les paroles, les gestes des personnes qui composent votre entreprise. Donc, la rémunération globale, c'est, je suis très familiale, la rémunération globale, c'est unique à votre entreprise. C'est comme, j'aime les images, c'est comme plein de petits satellites qui vont graviter autour de votre soleil. Puis votre soleil, c'est votre mission, votre culture, puis vos valeurs. C'est ce qui, justement, vous distingue de votre compétition. Ici, j'ai mentionné le mot « distingue ». Donc, on ne veut pas vraiment une liste d'épicerie des éléments que vous offrez dans votre organisation. On veut se poser la question, qu'est-ce qui nous rend unique chez nous? Qu'est-ce qui nous différencie de nos compétiteurs et des autres organisations?
Qu'on soit un OBNL avec peu de moyens ou une entreprise en techno ou en AI, on a tous des éléments qui nous distinguent, sinon on n'aurait juste pas d'employés, selon moi. Oui, c'est vraiment intéressant. Donc, dans le fond, si je comprends bien, il y a plusieurs pratiques ressources humaines qu'on met en place qui font partie de la rémunération globale sans peut-être, puis là, c'est peut-être que moi, mais j'imagine que d'autres personnes aussi, sans qu'on s'en rende compte que ça fait partie de cette enveloppe de rémunération globale. Puis j'entends là-dedans beaucoup de mesures que tu as nommées qui font partie chez nous de ce qu'on considère être des éléments clés de la conciliation famille-travail. Donc, on voit vraiment le lien très, très étroit. C'est peut-être plus une perspective différente pour regarder le dossier complet. Puis maintenant, ben, par où on commence quand on s'intéresse à ce dossier-là de la rémunération globale? Oui, tu as raison, parce que souvent, justement, c'est notre premier réflexe, on commence, donc sans avoir, on passe en mode solution. Donc, avant de commencer à faire tout ça, puis de développer tous les programmes de rémunération globale, bien, selon moi, c'est hyper important en premier lieu de définir votre philosophie de rémunération globale dans votre entreprise. Bien entendu, ensuite, de la partager à vos gestionnaires, vos employés, puis même à vos candidats. Donc, il y a une philosophie, ça, c'est des beaux mots scientifiques, là, mais, ou non scientifiques, mais la philosophie de rémunération globale, bien, en fait, c'est quoi la promesse que vous allez faire à vos employés? Est-ce que vous prônez la collaboration? Est-ce que vous prônez les occasions de développement de vos employés? Est-ce que vous avez une philosophie de work hard, play hard? Ça se pourrait aussi. Ou encore, pour faire le lien avec le webinaire d'aujourd'hui, est-ce que vous prônez la flexibilité dans tous les sens du terme? Donc, la rémunération globale, ça peut effectivement toucher la conciliation famille-travail si votre organisation détermine que ça fait partie de ses promesses. Donc, toutes les initiatives qu'on va développer par la suite, bien, ça devrait être lié à cette promesse-là. Donc, exemple, les possibilités d'aménagement du temps de travail, les protections d'assurance collective que vous allez offrir, les congés que vous allez offrir, exemple, les journées de la famille, les journées congés à l'anniversaire, les types d'activités sociales, donc, etc. C'est sûr que aussi, tantôt, j'ai dit promesse. Promesse égale un engagement qu'on va prendre comme entreprise. Parce qu'ici, c'est important de faire ce qu'on dit parce qu'on veut que les employés aient la perception puis même la certitude que ces promesses-là vont être cohérentes. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, les employés ils ont vraiment un sixième sens pour décoder les incohérences puis les phrases vides ou la langue de bois pour les intimes. Ceci dit, bien, je les encourage même à continuer à faire ça, les employés, parce qu'on veut les détecter, ces incohérences-là. Puis après tout, on veut constamment être en mode amélioration continue. C'est vraiment très important. Des exemples, disons, de promesses. Bien, ici, on démontre disons, notre bienveillance via nos avantages sociaux. Bien, imaginez qu'un de vos gestionnaires, lui, bien, il n'est pas indulgent puis il n'est pas attentionné envers ses employés, tout le contraire. Donc, ça, c'est un petit peu cynique, c'est pas cohérent, justement. Puis, il y a peut-être un dernier exemple que j'ai déjà lu et vu, en fait. Dans notre organisation, exemple, on prône la conciliation famille-travail. Dit le cabinet comptable, que je ne pourrais pas nommer le nom, là, mais qui avait réprimandé des mamans de retour de congé de maternité ou qui travaillaient seulement 40 heures par semaine au retour de leur congé. Ça, c'est un cas réel. Donc, il faut vraiment que ça soit cohérent. Donc, en anglais, il y a une expression qui dit If you don't walk the talk, it's probably best to not talk the talk. Donc, soyons cohérents. Ah, tout à fait. Puis on le sent à quel point c'est important. Comme tu le disais, on ne peut pas passer des petites vites aux employés. Là. Je veux dire, les gens le vivent, le sentent dans l'organisation. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important que ça soit quelque chose de réel, de vécu. Et Claudia, chez Nexus, comment concrètement ce concept de rémunération globale-là, vous le voyez ou vous le vivez en lien notamment avec la conciliation? Ouais, si tu me permets, j'ai aussi une question pour Mélissa avant d'entrer dans le concret, mais ça m'est popé, ça nous est déjà arrivé, nous, de présenter notre modèle de gestion participatif en tant que compris dans la rémunération globale. Pour nous, c'était notre promesse, c'était un avantage. Puis, ça a été, il y a un employé qui disait, ben non, ça ne fait pas partie de la rémunération globale. Qu'est-ce que tu répondrais à ces employés-là pour les éduquer sur le fait que notre offre employeur, oui, le modèle de gestion qui est différent d'ailleurs peut être dans la rémunération globale? Bien, je reviendrai à la base de dire, bien, c'est quoi la rémunération globale? Parce que, tu sais, souvent, je reproche des choses à notre propre métier. Des fois, ça peut être plus technique, d'où ma mission de simplifier. Là. Moi, j'aime bien les images qui parlent. Donc, tantôt, je disais soleil, satellite. Donc, j'illustrerais, voici notre offre
employeur. Puis voici ce qui nous distingue des autres. Donc, comme je disais tantôt, pas de liste d'épicerie, c'est vraiment, un, d'expliquer c'est quoi, puis deux, pourquoi nous, on considère que ça fait partie de l'offre. C'est comme ça que je le ferai. En plus d'imager, mais quelque chose qui vous ressemble aussi. Oui, c'est ça. OK. C'est bon, bonne question. Oui, j'avais répondu quelque chose du genre, mais je suis contente de voir ça. J'étais sur la bonne piste. Puis pour nous, dans le fond, comment je vois ça, la rémunération globale, c'est vraiment de voir plus loin que le salaire, de voir plus loin que les récompenses monétaires, parce que oui, il y a des bonus, il y a les salaires, il y a l'argent qu'on peut donner pour faire du sport, il y a de l'argent qu'on peut donner pour s'acheter des dîners, il y a beaucoup, ça tourne beaucoup autour de l'argent souvent, qui répond aux besoins de base de la pyramide de Maslow, on s'entend, mais il y a aussi d'autres besoins motivationnels selon la théorie de l'autodétermination. Vous irez lire là-dessus, c'est vraiment intéressant. Ça a été développé par Deci et Ryan, puis il y a le professeur et chercheur Jacques Forêt au Québec qui approfondit les recherches aussi là-dessus. Puis ça mentionne en fait que en résumé, c'est 3 besoins motivationnels qu'on retrouve chez tous les êtres humains universellement. C'est le besoin de compétence, le besoin d'autonomie, puis le besoin d'affiliation sociale, de soutien social, de créer des liens finalement. Fait que moi, dans ma tête, si on développe un programme de rémunération qui vient répondre à ces besoins-là globalement à différents niveaux, on a quelque chose, on tient quelque chose parce que la personne, c'est pour ça qu'elle vient au travail, pour ses motivations intrinsèques-là, pour les combler. Puis au contraire, si, par exemple, si on n'offre pas trop de flexibilité ou conciliation travail-famille, on ne viendra pas répondre aux besoins d'autonomie, par exemple. C'est comme la flexibilité, si on offre un environnement rigide, sans espace ou peu à l'autonomie, à la liberté, au contraire, on va stimuler la frustration des besoins motivationnels. Fait que ce qui va créer du présentisme, moins de créativité, plus de départ, moins d'engagement, moins de loyauté. Fait que c'est comme un cercle vicieux qu'il faut retourner en cercle vertueux. Là. Fait que moi, je partirais de là, honnêtement, d'essayer de trouver des initiatives, des pratiques, un offre employeur qui vient répondre à ces 3 besoins motivationnels-là. Puis on va donner des exemples plus tard. Puis il ne faut pas oublier aussi que le processus de recrutement est bidirectionnel. Maintenant, l'employé aussi recrute son employeur, bien plus qu'avant. On a vraiment plus le choix. Fait que, tu sais, on recrute des candidats, mais les candidats recrutent aussi une offre de rémunération globale. Fait qu'à salaire égal ou même des fois à salaire moindre, on va choisir une entreprise qui a une offre de rémunération globale qui s'aligne vraiment avec la vision, la mission puis les valeurs de l'organisation et surtout qui touche à la flexibilité puis à la conciliation travail, vie, famille, vie personnelle. On met de plus en plus d'emphase sur les différents rôles de vie là, qu'on a. Parents, maman, papa, amis, blonde, chum, peu importe. Là, fait qu'on a tous plein de rôles de vie, puis les gens recherchent à harmoniser tous ces rôles de vie-là. Fait que, nous, chez Nexus, au recrutement, j'ai jasé aux filles de recrutement là, dernièrement, puis je leur demandais qu'est-ce qui était le plus demandé, puis c'est pas le salaire nécessairement, là, c'est vraiment est-ce que vous allez me permettre d'être en télétravail, est-ce que je peux aménager mes horaires comme je veux, ou en tout cas, est-ce que je peux faire, est-ce que c'est flexible, est-ce que c'est combien les semaines de vacances, c'est vraiment plus ça qui est demandé que le salaire direct. C'est ça? Ah, tout à fait. Puis ça fait écho à nos sondages Concilivie, là, dont je parlais tantôt, les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Donc, nous, on considère notamment les parents puis les proches aidants. C'est vraiment ce qu'ils disent, là, que le salaire, oui, c'est un élément, particulièrement, je pense, quand tu es dans une situation peut-être un peu plus de vulnérabilité où tu commences déjà, ton salaire n'est pas très élevé, tu peux peut-être moins t'en permettre. Mais on voit que plus les personnes ont de nombreux enfants, plus le critère conciliation famille-travail, c'est celui qui va primer. Puis ce que tu nommais en termes de vacances, flexibilité d'horaire, puis tout ça, pour nous, ça fait partie des bonnes mesures de conciliation famille-travail. Fait qu'on le voit concrètement dans les chiffres que c'est un critère de choix d'emploi ultra important. Puis je pense que c'est particulièrement vrai avec les nouvelles générations. Donc, c'est effectivement super important d'avoir cette attention-là dans notre processus de recrutement.
Exemple, passer. je vais juste terminer là-dessus, Oui. si tu me permets. Il y a une tendance aussi présentement que le marché est fou, là, justement. Les gens se font recruter partout, chasser et tout. Il y a beaucoup de gens qui vont partir pour un salaire plus élevé, mais qui vont soit essayer de revenir ou changer d'emploi parce que oui, le salaire est plus élevé, 10 000, 20 000 de plus, mais le reste autour vient pas satisfaire ces besoins motivationnels-là. Puis, je pense que le ministère a une bonne statistique là-dessus. Là, une augmentation de salaire, on s'en souvient pendant 2 semaines, mais après, c'est éphémère. Mais le reste, ça fait juste comme être un levier de plus en plus puissant. Là, C'est cliché, mais quand on se décolle le nez de l'arbre, souvent, on se dit « Oh, OK, j'avais ça, ça, ça. » Donc, d'où de mettre de l'avant puis de faire prendre conscience aussi. Puis on va donner des exemples tantôt, mais c'est hyper important. Puis c'est drôle, le chiffre magique, c'est toujours 10 ou 20 000. Hein, je trouve j'ai une offre ailleurs de 10 ou 20 000. C'est souvent ça qui arrive. Donc, on va passer à la prochaine question. Ce serait quoi des exemples de rémunération directe qui pourraient être mis en place par l'organisation qui pourraient favoriser la conciliation famille-travail? Intéressant. On le sait, tu l'as dit tantôt, Corinne, mais c'est sûr que les employés ne sont pas tous attirés vers la même chose. Puis même si on peut trouver des traits là, des différentes générations, des situations familiales, mais je ne pense pas qu'on peut se mettre tout le monde dans le même panier. Tout le monde a des besoins différents, tu l'as nommé tantôt aussi. Pourtant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps, dans nos organisations, on offre encore la même chose à tout le monde. Donc, le one size fits all, selon moi, ça devrait être remplacé par le one size doesn't fit all. Donc, un des éléments qui pourrait être mis en place, c'est une rémunération qu'on pourrait appeler rémunération à la carte ou rémunération flexible. Ce n'est pas un concept qui est nouveau, mais que je vous encouragerais à intégrer dans vos organisations. Donc, on va l'utiliser comme un avantage flexible, mais aussi équitable. C'est en quelque sorte comme une forme d'équité, mais plutôt personnalisée, parce qu'on veut s'assurer que chaque employé va pouvoir y trouver son compte, puis qu'en plus, il y ait aussi conscience, comme on disait tantôt, là, de la valeur de cette offre de rémunération globale de votre employeur. Donc, avant de faire un choix ou de me comparer, mais je veux comprendre puis saisir ce qu'on m'offre. Donc, la personne va pouvoir choisir selon des besoins qu'il a ou qu'elle a spécifiques, selon des règles qui sont prédéfinies dans l'organisation, mais certaines composantes de la rémunération globale. Il faut aussi savoir, souvent, c'est un concept qui fait peur. Donc, la rémunération à la carte, ce n'est pas nécessairement de faire plus avec moins, mais de faire mieux avec autant, d'où le volet flexibilité, justement. Puis je fais du pouce tantôt là, quand on parlait sur changer de boulot pour une augmentation, bien, il y a une tendance inverse qu'on voit clairement aussi. Puis dans nos sondages, on voit que c'est 27 des gens qui disent qu'ils seraient prêts à accepter une baisse de salaire pour avoir des meilleures mesures de conciliation famille-travail. Je suis certaine que si vous réfléchissez à votre entourage, vous allez probablement trouver quelqu'un qui a fait ce choix-là dans les derniers temps. Puis probablement que c'est un phénomène qu'on va voir de plus en plus avec la pandémie, où on a mis en lumière peut-être certains enjeux. Il y a eu des changements de vie chez les gens, des changements des fois de valeur aussi. Donc, c'est probablement pas une tendance à la baisse dans les prochaines années, mais plutôt à la hausse. Mélissa, tu avais, je pense, excuse-moi, des exemples là, de comment pourrait s'articuler là, cette flexibilité-là un peu plus personnelle. Oui, mais je pourrais en nommer quelques-uns. Puis tantôt, je disais que c'est pas nouveau, mais là, c'est drôle, les gens commencent. C'est pas drôle, là, les gens commencent plus à s'ouvrir à cette forme-là parce qu'on est dans le marché du travail actuel. C'est sûr qu'il faut penser autrement, selon moi. Donc, quelques exemples, disons, ça peut être très simple comme beaucoup plus complexe. Donc, on peut donner la possibilité à un employé d'échanger, disons, un maximum de 5 de son salaire pour bénéficier, disons, d'une semaine de vacances additionnelles, d'un horaire à 80 de son horaire normal ou d'un horaire réduit le vendredi, par exemple. Donc, ça, c'est très simple, puis ça s'applique facilement. Ou encore, si vous avez déjà un programme de rémunération variable en place ou de boni, là, disons, vous pourriez permettre à vos employés de choisir, est-ce que tu veux prendre le montant en argent? Est-ce que tu veux prendre la valeur du montant en temps? Ou encore, tu veux déposer le montant dans ton régime de retraite? Donc, très simple, puis encore une fois, ça fait plaisir. Encore, si on veut travailler sur la loyauté et la rétention, qui peut être quelque chose d'intéressant, encore une fois, dans le marché actuel, on peut proposer une enveloppe de rémunération flexible ou à la carte qui va varier en fonction de l'ancienneté. Par exemple, ceux qui ont entre 1 et 2 ans d'ancienneté, tu reçois 2 de ton salaire comme enveloppe de rémunération flexible. Si tu as entre 3 et 5 ans, tu vas recevoir 5 de ton salaire
que tu pourras choisir encore une fois parmi les 3 choix suivants dans la liste suivante. Puis les choix, ça peut être vraiment de tout ordre, là. C'est vraiment donc, contribution additionnelle au régime de retraite, je l'ai dit tantôt, de la formation, l'achat de semaines de vacances, des frais de gardiennage, l'achat de matériel informatique. Donc, il y a des avantages qui peuvent aussi être fiscalement intéressants pour les organisations et aussi qui sont liés à ce que les employés veulent, bien sûr. Donc, évidemment, on veut le plus possible se coller aux intérêts et aux attentes de vos employés et aussi à votre philosophie de rémunération globale. Aussi, personnellement, je prône pour l'ajout d'avantages graduels. Donc, on veut que ça passe le test de la simplicité. C'est sûr qu'on peut avoir une longue liste d'épiceries, encore une fois, mais avoir 3 choix simples, puis après, on ouvre de plus en plus parce qu'on veut que ça demeure simple à administrer le plus possible. Puis c'est aussi hyper majeur, je dirais, d'être complice avec vos comptables, fiscalistes, conseillers en assurance collective et retraite pour que ça soit clair qu'est-ce qui est un avantage imposable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, de l'éducation ici. Je ne le dis pas de manière péjorative, bien sûr. Puis aussi que ça soit un ajout dans votre politique de rémunération globale. Donc, exemple, c'est quoi les règles d'admissibilité? Est-ce qu'il y a des restrictions? Quand est-ce que je peux effectuer des changements? Puis bien sûr, des communications et plus fréquentes aussi pour ces éléments-là. C'est vraiment intéressant. On a un exemple super concret. Un de nos détenteurs de SO ont choisi cette voie-là, puis ils communiquent, là, donc je me permets de les nommer. Mon technicien propose annuellement, avec l'augmentation de salaire, propose un choix à leur employé. Donc, l'employé a le choix d'avoir une augmentation de salaire, donc directement sur sa paye de manière traditionnelle. Peut aussi avoir des journées de congés supplémentaires personnelles, donc à prendre au moment où il y en a besoin. Puis évidemment, si la banque n'est pas utilisée au complet à la fin de l'année, il peut se faire payer. Puis, il peut aussi avoir davantage de crédit dans son enveloppe flex qui lui permet d'acheter toutes sortes de services durant l'année. Donc, je pense que ça rejoint vraiment concrètement un exemple par rapport à ce que tu as nommé tantôt. On vous partagera à la fin du webinaire, il y a eu un article qui est paru sur mon technicien dans lequel il parle un peu là, de leur façon de voir ce choix-là annuel. Donc, on pourra vous le partager là, après le webinaire pour que vous puissiez aller le lire. Des exemples concrets, on aime ça. Mm-hmm. Puis, peut-être un dernier exemple par rapport à ça. Un exemple qui toucherait ici, par contre, le salaire annuel versus le nombre d'heures réelles de la semaine normale de travail. Comme Claudia le disait, les employés nous choisissent aussi comme employeurs. Donc, par exemple, si moi, je suis une candidate et j'ai 2 offres super intéressantes sur la table provenant de 2 super bons employeurs, ce qu'on appellerait d'ailleurs un beau problème, chaque employeur me proposerait une offre de rémunération globale qui se ressemble, parce que maintenant, on sait ce que c'est et on est sensibilisé à cette valeur-là. Donc, disons que je suis toujours la candidate, puis pour moi, la conciliation famille-travail, c'est super important. Puis les employeurs m'ont bien mis ça de l'avant. Donc, comme employé ou futur employé, bien, je vous inviterai à poser la question en termes d'attente de la semaine normale de travail. Parce que si je suis un employé à taux horaire, la question ne se pose pas. Mais si j'occupe un poste de professionnel ou de cadre, bien, la question pourrait se poser. Parce que je vois encore beaucoup d'employeurs qui mentionnent, disons, notre semaine normale de travail est de 37h30, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Donc, si on ne le dit pas directement, on a des attentes à ce que l'employé réponde à ses courriels le soir, la fin de semaine, même pendant les vacances. C'est certain qu'il n'y a pas encore de cadre législatif au Québec qui existe là, par rapport au droit à la déconnexion. Mais entre vous et moi là, et les participants d'aujourd'hui, il y a encore très peu d'employeurs qui rémunèrent le temps supplémentaire pour des postes professionnels ou cadres, sauf exception, bien sûr. Là. Mais je trouve que ça fait une différence. Donc, je poserai la question aux employeurs par rapport à ça. C'est tout à fait pertinent. Puis, dans le cadre de la démarche du SO, on voit de plus en plus d'employeurs qui se donnent des règles par rapport au droit à la déconnexion, des règles internes, là, donc bien qu'il n'y ait pas de législation à cet égard-là. On peut mentionner, entre autres, l'Ordre des CPA, qui, dans la période de pandémie, ont carrément interdit l'envoi de courriel à l'extérieur des heures de travail. Donc, si tu as quelque chose à écrire, ça ira au lendemain matin dans les heures régulières. Ça a été une directive claire qui a été envoyée à tous les employés de la part de la PDG. C'était vraiment pour être sûr que leurs équipes déconnectent puis prennent du temps pour eux pour se reposer, donc dans une optique très, très bienveillante. Donc, il y a moyen de mettre des choses en place pour favoriser cette déconnexion-là. Puis encore une fois, ben walk the talk. Donc, c'est sûr que c'est important après ça, même comme gestionnaire, là, de s'assurer de
montrer l'exemple à l'équipe et de ne pas envoyer des courriels à l'extérieur des heures, ou du moins, sinon, de se donner des balises à l'interne sur comment est-ce qu'on peut encadrer ça. Il y a des fonctions qui existent dans Outlook qui nous permettent d'envoyer le courriel demain matin si personnellement on a besoin de se vider la tête ou que c'est notre heure productive qui est un peu décalée par rapport aux autres dans nos horaires flexibles. Donc, bref, il y a des belles initiatives qu'on peut mettre en place par rapport à cette déconnexion-là qui est tout à fait importante. Oui, et saine, surtout dans le sujet d'aujourd'hui. Puis c'est sûr qu'on ne veut pas non plus être, disons, by the book. OK, peux-tu me dire absolument si cette semaine normale est respectée? Mais c'est sûr que c'est du donnant-donnant, là, mais en général, on l'a vu, vous l'avez lu aussi, vous l'avez vécu sûrement. Les gens ont travaillé beaucoup plus, surtout qui ont plus de temps, moins de temps de déplacement, parce que c'est sûr que si on m'offre un salaire de 60 000 par année, puis qu'on calcule en taux horaire, disons, c'est sûr que c'est supérieur si je travaille 35 heures, ce taux-là, que si j'en travaille 50. Puis encore une fois, les fameuses incohérences que les employés détectent, bien, si on se dit comme une entreprise conciliante et la réalité, bien, c'est certain que c'est pas, encore une fois, cohérent. Puis on veut de la cohérence. Donc, puis aussi la définition d'être facilement joignable en dehors des heures de bureau, là, c'est ça, juste de valider cet élément-là et d'en être conscient aussi parce que ça fait partie. Comme Claudia le disait, ça peut paraître drôle, mais oui, ça fait partie de l'offre de Raymond Global de dire, bien, ici, c'est un vrai 37h30 par semaine. D'ailleurs, je peux le dire parce que c'est sur leur site, mais Mirego, une compagnie en technologie de l'information, ils ont mis sur le site Internet ici, c'est un vrai horaire flexible. Donc, intéressant aussi de le mettre de l'avant quand c'est le cas. Ah, tout à fait. Puis, Claudia, concrètement, chez Nexus, qu'est-ce que vous avez implanté par rapport à tout ça? Oui, j'ai allé aussi dans 2 secondes, mais je vais revenir sur le droit à la déconnexion. C'est quelque chose qui peut être super simple. Ça serait un genre d'aide-mémoire sur comment enlever ces notifications le soir, aide-mémoire sur, je ne sais pas moi, comment céduler un message de réponse quand tu n'es plus disponible le soir ou par exemple l'après-midi si tu as un rendez-vous, quelque chose comme ça, pour pas toujours mettre une co-responsabilité entre les gens qui émettent les messages parce qu'ils sont sur un horaire flexible, puis eux, mettons, ils travaillent le soir parce que le matin, ils s'occupent de leur enfant ou peu importe. Puis la responsabilité de la personne de se déconnecter aussi, puis de ne pas se mettre de pression si elle reçoit un message. Fait que ça peut être, c'est encore le fameux walk the talk. Là. Si vous donnez des outils à vos employés pour les aider à déconnecter, ben c'est un petit effort, gros impact. Tout à fait. Tout à fait. Concrètement, au niveau de la rémunération globale pour encourager la conciliation de travail-famille, nous on dit beaucoup de travail-vie personnelle, parce qu'on n'a pas juste des familles, mais j'adore les deux concepts. On offre la flexibilité illimitée. Fait que je sais que ça fait peur ce mot-là, c'est comme OK, ça doit être le chaos, mais je vous explique en quoi ça consiste. On a d'abord une absence de nombre de jours maximum pour les vacances, pour les journées maladie, puis pour les absences. Fait que tout ça, ça revient à la politique là, de vacances illimitées, mais on aime mieux l'appeler flexibilité limitée parce que ça touche aussi les absences. Si par exemple vous avez un rendez-vous ou une crevaison, peu importe, là, tout ce qui peut nous arriver dans la vie qu'on doit prendre 3 heures dans l'après-midi finalement ou le matin. Puis ça vient combler ce fameux besoin d'autonomie-là parce qu'on est libre de prendre 3 heures parce que quand on ne file pas ce matin-là, mais on file mieux l'après-midi, on n'est pas obligé de prendre une journée complète. On peut faire notre horaire comme on veut. Puis le nombre de vacances, on part du principe qu'on fait confiance aux gens qu'on embauche, c'est des professionnels. Fait que s'ils décident, eux, qui ont besoin de vacances, si on les empêche, ils vont les prendre en vacances, mais juste dans l'organisation, en étant juste plus là, ils vont faire du présentéisme, peu importe. Donc, il y a une politique de vacances illimitées. On a la flexibilité du lieu de travail aussi qu'on a ajouté. On l'a toujours eu, là, on a toujours pu faire du télétravail. On permettait aux gens de faire du télétravail s'ils voulaient avant la pandémie. C'est encore plus le cas après la pandémie. Puis on a ajouté un avantage aussi qui est le Work from Anywhere. Je pense que vous l'avez mentionné. Tu l'as dit comment toi tantôt? C'était bon. Nomad working, mais j'ai entendu les deux, oui. Oui, c'est ça, j'ai bien aimé. Fait que ça, on l'a offert aussi dernièrement. Puis il y a beaucoup de gens qui sont partis en France retrouver leur famille. Fait que ça leur permet de continuer de travailler puis de ne pas prendre des semaines de vacances s'ils sont dans le rush d'un projet puis ils veulent continuer leur projet, mais ils sont capables de voir leur famille aussi.
On offre 2 heures rémunérées par semaine de développement, pas de développement, mais d'activité physique. Fait que dans le fond, ça, on a lancé ça il y a 2 ans et demi suite à un sondage organisationnel. Dans le fond, les employés, on peut tous prendre 2 heures dans notre semaine, faire n'importe quelle activité physique, que ce soit à 6 heures le matin si j'ai envie d'aller jogger ou le samedi si, je sais pas, moi, je joue au hockey avec mes amis. J'ai droit, c'est 2 heures que je peux prendre dans la semaine. Ça permet de justement pas mettre de pression aux gens à faire leur sport en dehors des heures de travail, chose que finalement, souvent, on ne fait pas parce qu'on manque de temps, parce qu'on tombe dans la routine de la vie familiale ou la routine de vie de couple ou peu importe. Là, on a toutes des occupations dehors du travail. Fait qu'on ne veut pas laisser aux gens l'excuse de je n'ai pas le temps pour pratiquer une activité physique parce que c'est tellement important sur la productivité, sur la santé, sur la qualité de vie. Fait que ça, c'est un avantage qu'on offre, c'est rémunéré. Puis on offre aussi 2 heures de développement professionnel par semaine. Même principe que le 2 heures de sport, là, dans le fond, tu peux soit te former sur un sujet, lire des articles de blog, lire un livre, tout ce qui touche ton développement professionnel. C'est pas obligé d'être en lien avec le travail. C'est vraiment pour justement laisser aux gens se faire stimuler par autre chose que le travail, le day-to-day du travail là, qui vient souvent nous mettre de la pression et tout. Fait qu'on veut juste libérer 4 heures par semaine aux gens pour qu'ils fassent activité physique, développement professionnel. J'en conviens, c'est quand même beaucoup, on peut se le permettre. On a plus de 5000 heures en 2 ans et demi qui ont été utilisées pour l'activité physique. Mais ça peut être, je ne sais pas moi, une demi-heure, on commence comme ça, ou 1 heure par semaine. Bref, c'est très apprécié chez nous. Ensuite, J'ai peut-être une question avant que tu continues. Est-ce que c'est basé sur une confiance totale? Est-ce que les gens doivent rendre des comptes sur « Ah oui, cette semaine, j'ai pris 1 heure pour faire du sport » ou c'est pas nécessaire? Comment vous le gérez concrètement? C'est super simple, dans le fond, nos développeurs, là, parce qu'on fait beaucoup de projets en TI, doivent remplir une feuille de temps pour la facturation et tout. Puis dans cette feuille de temps-là, c'est juste écrit, par exemple, j'ai pris une demi-heure pour faire du yoga ce matin. On veut juste savoir qu'est-ce que tu as fait comme sport pour nos stats. On est curieux là, de voir qu'est-ce que les gens font, mais il n'y a pas de surveillance. Par exemple, oh my God, lui, il a fait du parachute, ça compte pas dans le temps de sport. Bon, clairement, ça ne compterait pas, là, mais on n'est pas dans le contrôle et la surveillance totale, fait qu'on fait confiance. C'est basé vraiment sur une confiance absolue. Puis on se dit, OK, peut-être qu'il y a 2-3 personnes qui peuvent en exagérer ou en profiter d'une manière plus malsaine. Par exemple, mettre, je ne sais pas moi, une demi-heure pour du parachute, justement, puis qu'on ne voit pas passer, mais c'est vraiment plus profitable pour tout le monde. On n'enlèvera pas cette pratique-là pour punir tout le monde, quand il y a 1 ou 2 personnes, mettons, qui peuvent en profiter. Oui, je trouve ça super. Désolée, je me Non, permets. vas-y. Mais je trouve ça super intéressant aussi, parce que moi, j'entends souvent que ça fait peur aux entreprises de services. Chez vous, vous faites du temps facturable, de dire, mais là, on ne peut pas, on facture du temps. Fait que, dans le fond, vous êtes la preuve vivante que ça fonctionne. Oui. Puis en temps facturable, justement, on l'a calculé, ça nous a coûté près de 500 000 C'est quand même de l'argent, mais en même temps, c'est un des avantages les plus appréciés. Fait que ça aussi, ça vaut de l'argent intangiblement, mais ça vaut de l'argent. C'est cool. Saviez-vous qu'on investit plus de X? Sûrement que vous le mettez de l'avant, mais c'est le fun. Dans le fond, c'est une belle stat là, à partager aussi à vos gens. Non, on la met même pas de l'avant encore, mais... Non! Maintenant, c'est fait. Oui, résolution pour l'avenir. Oui. Je pense qu'il y a des questions. Est-ce qu'on les prend à la fin? Ou... On va les prendre à la fin, les questions, juste pour être sûr qu'on ait le temps de couvrir le contenu. OK, parfait. Puis ce qu'on offre aussi ça a été implanté depuis le début de la pandémie, c'est la télémédecine. On ne voulait pas que les gens aient de stress à sortir de chez eux parce que souvent, les parents avaient leurs enfants à la maison. Fait que s'ils ne se sentaient pas bien ou si leurs enfants ne se sentaient pas bien, on ne voulait pas leur mettre le stress de partir, tout pacter des bagages, partir chez le médecin. Les bagages, je parle si on a un bébé, là, mettons le sac à couche, mais puis partir chez le médecin, on voulait leur simplifier la vie. Donc, la télémédecine, ça a été implanté pour les employés et leur famille. Puis, on a un programme d'aide aux employés et à leur famille aussi. Là, encore une fois, ça ne touche pas directement à la conciliation travail-famille, mais c'est juste pour le walk the talk que la famille, c'est vraiment important pour nous aussi. Ce n'est pas juste accessoire.
Ben, nous autres, on considère le PAE comme vraiment une mesure de conciliation famille-travail. Ça OK. peut donner accès à des ressources que Ouais. normalement, tu ne pourrais peut-être pas te permettre ou l'aide que tu as besoin au moment où tu en as besoin. Fait que en tout cas, moi, Ouais, ça ouais. m'apparaît tout à fait pertinent. Super. Donc, on va passer à la prochaine question, qui est la suivante. C'est quoi les avantages d'aborder la rémunération en termes d'enveloppe globale? Donc, on peut faire plein de belles initiatives, on le voyait tantôt, mais c'est quoi l'avantage de l'aborder en, je me répète, en Mais ça veut enveloppe tout dire. globale? Ben Oui, oui. c'est ça, voilà. Pourquoi je rajoute? Je ne sais pas. Mais non, mais c'est parfait. Puis en plus, ça fait un beau lien avec ce qu'on dit parce que maintenant, on sait tous c'est quoi la rémunération globale. On sait que c'est beaucoup plus que seulement le salaire de base. On sait que le salaire, c'est une des composantes, mais c'est vraiment la pointe de l'iceberg ou la cerise sur le sundae pour les plus gourmands. Donc, de l'aborder en enveloppe globale, ça permet aussi à vos gestionnaires de penser, dans le fond, mais dans le fond, c'est ça, on répète 12 fois le mot global, mais c'est le cas de le dire. Est-ce que ceux-ci, par contre, vos gestionnaires et même vous-même, est-ce que vous êtes en mesure de décrire facilement les composantes qui vous distinguent de vos compétiteurs? Ça fait un petit peu un lien avec ce que Claudia disait tout à l'heure. Donc, c'est comme un peu votre pitch d'ascenseur, votre pitch de vente là, de votre rémunération globale dans votre organisation. Ça vous permet aussi de sensibiliser vos employés à la valeur de ce que leur employeur leur offre et surtout de se comparer de la bonne façon. Parce que est-ce que vous saviez que vos employés se comparent? Je le dis ici un petit peu plus ironique, là, mais c'est vrai. Les gens veulent se comparer, puis si on ne leur donne pas l'info, bien, ils vont essayer de la chercher eux-mêmes, bien sûr. Et ce qu'ils trouvent, c'est souvent pas la bonne information. Donc, au-delà de décrire et de lister ce que vous offrez, bien, êtes-vous aussi en mesure de quantifier votre offre de rémunération globale? Ça vaut combien ce qu'on offre à nos employés? Donc, on serait surpris du nombre d'employés et de gestionnaires qui ne les réalisent pas du tout. Parce que quand je me compare à mon ami qui travaille ailleurs, bien, le salaire de base, c'est avec ça qu'il se compare. Donc, pour ça, dans la comparaison, mais ça ne veut rien dire. Puis justement pour les postes, parce que souvent on le nomme, est-ce qu'on peut le quantifier? Donc, exemple aussi pour des postes à taux horaire, on va dire exemple à l'employé ou au candidat, ton salaire de base, c'est 18,50, mais avec tous les autres avantages qu'on va t'offrir, ton offre globale, c'est 24 de l'heure. Donc, quand on sait que souvent des employés vont souvent accepter une offre quand un autre leur donne 25 voire 50 sous de plus de l'heure, ça va leur parler davantage parce que c'est justement avec ça qu'on veut qu'ils se comparent ou qu'elles se comparent si c'est le cas. C'est pas 18,50, c'est bien 24 de l'heure. Donc, c'est ça qu'on veut qu'ils retiennent. Mon exemple, bien sûr, c'est en taux horaire, mais je vous encouragerais même de le faire en salaire annuel. Puis d'ailleurs, surtout dans des secteurs d'activité, là, justement, comme dans les organisations comme chez vous, Claudia, ou en AI, en service, on pourrait être surpris du montant que les employeurs investissent puis qu'on n'a pas conscience. Les employés viennent chercher vraiment réellement autre chose que seulement leur paye. Donc, mettez-le en valeur à votre recrutement, puis aussi à vos employés en poste. Puis souvent, on peut même remettre un document qui est personnalisé, de dire, voici l'offre quantitative, puis voici notre mission, notre vision, nos valeurs. Puis j'aime bien mettre des petites stats. Saviez-vous que, par exemple, comme Claudia, tu l'as dit, plus de X 1000 $ ont été investis dans votre santé? Saviez-vous que plus de 500 $ par personne ont été investis en café et fruits? Donc, aidez vos candidats à faire un choix éclairé ou à prendre conscience pour vos employés de ce que vous leur offrez, justement. Donc, c'est tout simple, mais ça parle. Oui, même... Vas-y. Même, tu parles au niveau candidat, mais je trouve ça intéressant aussi, puis ça m'a donné l'idée de le faire, je vais le faire, de ramener ça dans l'organisation. Tu sais, mettons, je ne sais pas, moi, des petits saviez-vous que hebdomadaires ou mensuels, puis parler justement là, tu sais, des 5000 heures de sport, on n'a même pas communiqué encore à nos employés, mais on pourrait faire ça, tu sais, saviez-vous que depuis la mise en place de la pratique, 5000 heures ont été utilisées. Tu sais, ça permet de développer ce sentiment d'appartenance-là, d'être fier que mon organisation fait ça pour ses employés. Moi, c'est bon. Oui. Exemple, j'ai confiance en salaire qu'on m'offre. Comme tu disais tantôt, c'est oublié. Je sais que c'est fair, je sais que c'est compétitif, je sais c'est qui les comparables. Puis après ça, c'est le reste qui va fidéliser puis embarquer. Fait que c'est comme c'est ça, c'est du marketing RH finalement. Ah, tout à fait. Aligné. Oui, vraiment, cohérent. Je pense que c'est, peu importe le webinaire qu'on fait depuis le début chez Concilivie, il me semble que c'est un mot qui revient à tous les webinaires, la cohérence. On va se mettre un macaron. Oui, cohérent. j'aime ça, on passe ça. OK.
Donc, concrètement, de ton côté, Claudia, comment vous vous en servez de cette enveloppe globale-là? On a commencé à en parler déjà un peu, mais Oui, bien c'est ça. Moi, quand je fais plus d'offres d'emploi, d'offres, mais quand je faisais des offres, je détaillais vraiment, comme Mélissa l'a dit, là, en argent, combien ça vaut le fait qu'on paye 100% tes assurances collectives, en argent, combien ça vaut justement le 2 heures de sport, le 2 heures de développement professionnel. Donc, au lieu d'être rémunéré, tu vas être rémunéré égal, mais c'est comme si tu faisais 36 heures au lieu de 40 heures. Fait que c'est là où est-ce qu'on peut jouer dans la présentation. Puis, ben, c'est pas mal ça, c'est pas mal la même chose que Mélissa a mentionné. Là, ça peut être sur un document Word, ça peut être dans le courriel directement, ça peut être dans un fichier Excel également. Même un fichier Excel, je pense que tu en développes, Mélissa, mais tu peux laisser l'employé choisir. En tout cas, les feuilles de calcul, moi, puis les feuilles de calcul, c'est 0, là, mais tu peux laisser l'employé choisir, mettons, le programme d'assurance qu'il voudrait prendre enrichi de base, puis combien ça équivaut la portion employeur payée. Fait que ça lui fait un montant total de rémunération globale à la fin. Très intéressant. Puis je ne le mettrai pas à l'écran, là, mais la prochaine question, c'était pour Claudia sur à savoir comment chez Nexus vous avez mis en place tous ces éléments-là de flexibilité. Quand je regarde notre foire aux questions, il y a peut-être des choses que tu pourrais répondre en même temps. Là, par exemple, on demandait est-ce que les congés et les vacances sont illimitées ou si c'est juste les congés? Les gens se demandaient aussi pour le sport, si la personne ne fait pas ses 2 heures en sport, est-ce qu'elle va être rémunérée quand même? Votre nombre d'heures par semaine. Donc là, je t'élance en rafale, mais je pense que ça s'intègre bien avec comment vous avez mis en place tout ça. Oui. Dans le fond, on a, oui, c'est vacances, congés et congés maladie limités. C'est sûr que si la politique, c'est que quand tu as 5 congés maladie d'affilée, c'est certain qu'on va te demander d'aller voir un médecin et voir si tu peux tomber en assurance courte invalidité. S'il y a un problème, mais tu peux avoir 20 congés maladie répartis dans l'année, dans toute ton année séparée. Là, ça, il n'y a pas de problème. Fait que oui. Puis pour ceux qui se posent la question, on a souvent cette question-là. Au niveau des vacances, on a une moyenne de 5 semaines de vacances prises. Fait que c'est pas exagéré. Là, on a toujours suivi cette moyenne-là. Il n'y a jamais eu de plus. Puis il n'y a pas nécessairement de surveillance non plus. T'sais, oui, on surveille si les gens prennent leur... Nous, on considère que c'est 3 semaines le minimum à prendre. Fait qu'on encourage les gens, fait qu'on surveille ça. On surveille les gens qui ont, mettons, plus que 5 semaines, évidemment, mais on ne les empêche pas de prendre des vacances. Par contre, on peut avoir la discussion. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça peut cacher des choses, les gens qui prennent beaucoup de vacances? Puis, mais il n'y a jamais eu d'abus à ce niveau-là. Donc, ça. Sinon, l'autre question, c'était le 40 heures semaine, je pense. C'était sur le nombre d'heures semaine, donc tu nous dis que c'est 40. Oui, c'est 40. Puis, dans le fond, ta semaine peut être réduite. Tu peux travailler 36 heures si tu fais ton 2 heures de développement professionnel, puis si tu fais ton 2 heures de sport. Puis, quelqu'un qui va faire 40 heures, par exemple, une semaine parce qu'il y a un projet qui est en fin de projet ou peu importe, bien, tu peux le rentrer quand même dans ta feuille de temps. Ça va te faire 44 heures. Puis, ça vient diminuer ta moyenne de vacances prises, finalement. C'est tout simplement ça. OK. Ouais. Super, merci. Puis, comment on a mis en place tous ces éléments-là? Bien, c'est vraiment, c'est très par étapes, il faut sonder les gens. Ça, pour moi, c'est la base, via des sondages vraiment ciblés ou encore des sondages globaux d'organisation, où est-ce que ça va ressortir, par exemple. Nous, ce qui ressort présentement, c'est vraiment, on aimerait ça avoir un programme de REER plus avantageux. Nous, on a une valeur chez nous, la transparence. Bon, mais je vous le dis, notre programme de REER est à améliorer. On investit dans le programme de REER, mais c'est quelque chose que les gens aimeraient avoir plus. C'est sûr que nous, c'est sur notre radar pour améliorer notre offre de rémunération globale. Fait que sonder les gens, ça nous donne énormément de jus. Comme par exemple, on a aussi, on avait demandé il y a 1 an quel avantage aimez-vous le plus puis quel avantage aimeriez-vous. Fait que oui, les REER étaient sortis, puis le 4 jours semaine était sorti. Fait que ça aussi, c'est dans notre radar. Puis je vous dirais aussi qu'on a vraiment mis des avantages alignés sur notre vision, sur notre culture, sur nos valeurs. On est resté avec une enveloppe de rémunération compétitive au marché, rémunération vraiment en termes de salaire, mais on a une enveloppe pour investir vraiment dans d'autres avantages. On aurait pu offrir des plus gros salaires, mais ce n'est pas aligné avec notre vision et notre culture. On n'offre pas des salaires poches non plus. C'est important, c'est vraiment important aussi.
Oui, puis c'est dit en plus, c'est ça que j'aime. Tu sais, c'est transparent, c'est voici, les gens savent à quoi s'en tenir, puis ça vous ressemble. Ouais, Mm. c'est ça. Puis, dans le fond, ben, c'est pas mal ça, en fait. C'est comme ça qu'on les a mis en place. Puis c'est important de mesurer également au fil du temps, là, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. Puis Mm. je ne l'ai pas mentionné tantôt, c'est vrai, je voulais le mentionner, mais une autre chose que je pourrais conseiller pour mettre en place ça, c'est de former nos gestionnaires puis de sensibiliser les gestionnaires parce que on a toutes des mentalités différentes, des vécus différents, puis ça se peut qu'on ait toujours évolué dans des organisations où est-ce que tu fais de l'overtime, si tu pars à 5 heures ou à 4 heures, tu es mal vu. Ça se peut, là, on est tous programmés comme ça. C'est dur encore de dire je m'en vais à midi parce que, ben, Colin, je file pas. Fait que c'est important de sensibiliser les gestionnaires à adopter un discours positif quand leurs gens demandent la flexibilité, puis à les sensibiliser aussi sur les bienfaits de ça, la valeur que ça a, puis c'est parce qu'il y aura toujours un gestionnaire, mettons, qui n'a pas de famille nécessairement ou qui est vraiment, il fait 45 heures semaine, qui lui est bien là-dedans, ben c'est ça, il faut s'adapter aux réalités différentes des gens, il faut les comprendre. Fait que, encore une fois, ça s'aligne avec le walk the talk. Oui, tout à fait. Donc, je vois qu'il y a quand même plusieurs questions qui sont rentrées. Fait que peut-être brièvement un petit mot de la fin, puis après ça, on pourra passer aux questions des participants. Donc, je ne sais pas qui a envie de se lancer pour le mot de la fin. Peux-tu aller, Claudia? Oui. Sinon, Ben, on dirait que mon mot de la fin, je l'ai dit il y a 2 minutes. Je voulais rappeler aux gens que c'est super important de sonder les gens, leurs employés, de leur demander leur avis. Des fois, ils ont des super de bonnes idées aussi sur des avantages qu'ils aimeraient mettre en place, qu'ils ont entendu parler ailleurs. Un autre conseil que j'aurais, c'est de ne pas copier-coller en organisation. Tout ce que je viens de nommer concrètement de nos avantages, ça ne se copie-colle pas nécessairement. Il faut aller faut voir si ça s'adapte à notre réalité. Comme je disais tantôt, dans une entreprise, mettons, manufacturière, ben les vacances illimitées, ça pourrait vite devenir difficile. Là. Fait essayer de trouver autre chose. Fait que ça, c'est un autre conseil, de s'inspirer, mais de ne pas copier-coller nécessairement. Puis, c'est pas mal ça. Puis, j'avais aussi un exemple de fail. On n'a pas juste des succès, là, on a des fails aussi. On avait de penser au timing également. On n'a pas écouté nécessairement nos employés pour un de nos avantages. Au lieu de mettre 2 heures Okay. Il y a des gens qui peuvent prendre 2 heures de sport, d'activité physique par semaine, mais on a offert aussi le bénévolat parce qu'on s'est dit il y a peut-être des gens qui ne font pas de sport pour une limitation physique, par exemple, ou des gens qui ça leur tente juste pas de faire l'activité physique, puis on respecte ça. On ne voulait pas que ça soit on voulait que ça soit équitable pour les gens qui ne peuvent pas en faire et qui ne veulent pas en faire. Et qu'on s'est dit, hey, on va lancer le bénévolat, ça a les mêmes effets sur le cytocine, le niveau de bonheur, ça peut aider à la santé en général, faire du bénévolat, c'est prouvé scientifiquement et tout. On était bourré de bonnes intentions, on a lancé ça. Je pense qu'il n'y a pas d'heures ou très peu d'heures qui ont été faites, mais on l'a lancé en début de pandémie. Fait que comme faut penser au timing. Là. Nous, on pensait que c'était vraiment une bonne idée. Puis ça a été lancé en début de pandémie, puis ça n'a pas été aussi communiqué nécessairement dans l'organisation souvent. Ça a été annoncé une fois, mais il n'y a pas eu comment je pourrais dire, de communication qui disait OK, on se rassemble, on va faire du bénévolat là. Mais c'est sûr, on était en pandémie. Mais fait que c'est ça, c'est à relancer cette initiative-là. OK. Super, merci. Et de ton côté, Mélissa? Rapidement, parce qu'on veut entendre les questions, Oui. lire plutôt. C'est sûr que la flexibilité, c'est ça, je pense qu'on vous l'a dit aujourd'hui, amenons-la aussi dans la rémun. Avant de se lancer, c'est important, selon nous, selon moi, d'avoir une base RH solide. Donc, on a déterminé, communiqué, c'est quoi les éléments qui composent notre philosophie de rémun globale. On a déjà un guide de l'employé ou un culture book en place avec les éléments, mais comment ça fonctionne chez nous, c'est quoi nos avantages sociaux distinctifs qu'on a déjà, puis vos employés les connaissent. Puis on a une politique de rémunération déjà en place, puis les employés comprennent comment ça fonctionne la rémunération chez nous, c'est quoi les règles du jeu, c'est quoi le marché de comparaison. Donc, un de mes buts dans ce webinaire-ci, c'était vraiment de susciter de votre réflexion, puis d'avoir des discussions futures entre vous, bien sûr. Là. Puis comme Claudia l'a dit, oui, on veut se comparer au marché, mais exactement, je suis d'accord avec toi, de pas nécessairement vous copier. Tu sais, c'est toujours intéressant de voir ce que les autres font, mais au-delà de ça, pourquoi ne pas être un instigateur de tendance
tendance, un peu comme Nexus, vous l'avez fait justement. Là. Donc, vous allez avoir avec ça un avantage concurrentiel. Puis, on le voit que ça fonctionne, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, surtout pas compliqué, puis c'est lié à vos valeurs, puis à ce que vos employés veulent réellement. Donc, voilà pour mon mot de la fin, très, très rapide. Bien, tout à fait. Puis je vais renchérir là-dessus. Puis ceux à qui je parle, vous le savez, je le répète souvent, là, mais l'importance de se baser sur les besoins des employés, on peut avoir des super belles idées, mais ça peut tellement être un coup d'épée dans l'eau qu'il n'y aura pas l'impact escompté si ça ne vient pas des besoins à la base des employés. Donc, vraiment, consulter, être à l'écoute, reconsulter parce que les besoins évoluent aussi dans le temps. Je pense que c'est un incontournable. Donc, on va passer à nos questions. Il y en a quand même plusieurs. On va tenter de répondre au maximum. Sinon, peut-être que si nos panélistes nous le permettent dans le courriel de rétro, on pourra vous donner leurs coordonnées si jamais vous voulez explorer des choses, aller plus loin. Puis là, je vous peinture un peu dans le coin en disant ça live, là, mais j'imagine que vous serez à l'aise à être en contact avec les gens là, si les gens veulent explorer dans leur organisation peut-être différents éléments. Donc, bref, comme question, on a quelqu'un qui nous demande, Carole, en fait, comment offrir une rémunération à la carte dans une PME où on n'a pas nécessairement l'effet du nombre pour pouvoir offrir une grande variété de choix? Mais personnellement, je dirais en toute simplicité, temps, argent, retraite. Donc, c'est super simple, puis ça fait plaisir. Donc, le but, c'est à la carte, donc la personne choisie. Donc, j'irai en simplicité. Puis peut-être aussi, je ne sais pas ce que vous offrez comme avantage déjà, mais d'offrir la possibilité de réaménager, disons, vous offrez, je ne sais pas, 10 jours maladie / mobile. Mais si quelqu'un veut prendre un bout de ça pour le mettre en régime de retraite, donc ça peut encore une fois être très simple, malgré que vous n'ayez pas le nombre en place. Merci. On nous demande aussi, de la part de Sébastien, d'élaborer un peu sur le concept de work from anywhere, pardon mon anglais. Si la compagnie n'a pas nécessairement de bureau dans le pays où la personne va travailler, est-ce qu'il y a des impacts ou des risques fiscaux au niveau du visa aussi? Mm-hmm. Ça, c'est vraiment important de faire affaire avec des avocats puis un fiscaliste. C'est ce qu'on fait, nous, en ce moment. Dès qu'il y a une demande d'un employé, c'est sûr qu'on va chercher les recommandations du fiscaliste puis de l'avocat parce que la plupart des pays, ça va. L'employé peut partir en voyage jusqu'à 6 mois maximum. C'est pas mal ça, la politique. Mais il faut quand même s'assurer qu'il n'y a pas d'exception parce qu'il y a quand même des pays où est-ce qu'il y a des visas demandés ou où est-ce que fiscalement, ça va avoir un impact. C'est comme la mode présentement là, de se lancer là-dedans et de ne pas nécessairement analyser ça, mais tu as raison, Sébastien, il faut vraiment s'informer parce qu'effectivement, mais ça, moi, je ne peux pas répondre, c'est vraiment plus de l'ordre des fiscalistes et des avocats. Mais ça, de se renseigner, effectivement. Puis même, pour avoir discuté avec un fiscaliste, il disait quand dans le fond, tu crées des revenus, disons, tu vas en Australie, ben, tu crées des revenus en Australie, ben, il peut y avoir aussi des. Donc, c'est ça pour l'organisation. On veut que ça soit un avantage et non pas que après ça, que ça devienne, non, ben, je ne savais pas, puis je me fais pénaliser. Là. Donc, c'est de l'éducation et en premier lieu de faire vos devoirs, comme vous le faites, Nexus. Exactement. On a Élise qui nous demande concernant la semaine de 4 jours, comment est-ce qu'on peut gérer ça concrètement? Est-ce qu'on paye 5 jours pour une semaine de 4 comme avantage employeur? Il y en a qui le font. Présentement, sur le marché, ce qu'on voit, c'est les deux. Fait qu'il y en a qui offrent à leur employé 4 jours semaine avec diminution du salaire. Puis il y en a qui se disent on offre 32 heures ou 35 heures, tout dépendant, sur 4 jours, mais vous gardez votre salaire actuel. Fait que, je pense que ça peut dépendre pas mal des chiffres de l'entreprise. Parce que les deux se valent. L'avantage est super, même si on ne paye pas, on diminue le salaire ou même si on ne diminue pas. Tout à fait, tout à fait. On a aussi Maude qui nous pose quelques questions. Je vérifie juste là, pour Claudia chez Nexus. Est-ce que vous avez un budget ou une enveloppe de disponible pour ceux qui veulent s'inscrire à un sport ou est-ce que c'est aux frais de l'employé? C'est aux frais de l'employé parce que vu que c'est 2 heures par semaine, mettons avec un salaire moyen de je ne sais pas moi, 50 de l'heure, c'est vraiment un chiffre par hasard. Fait que ça fait quand même un bon montant à la fin de l'année investi dans l'activité physique. Donc, c'est assez frais, oui.
Puis, si la personne ne fait pas ces 2 heures d'activité physique, est-ce qu'elle est payée quand même ou est-ce qu'elle doit travailler? La personne doit travailler. Ouais. Doit travailler. Il y en a qui décident, mettons, de ne pas le faire parce que c'est pas dans leur habitude. On respecte ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Là. OK, merci. Puis, on a une question de Mélissa qui demande s'il existe des plateformes de gestion pour les programmes de récompense, les crédits échangeables, les choses comme ça, donc pour faciliter peut-être le volet administratif de tout ça. Le WorkTime, t'en connais toi aussi? Oui, ben j'en connais, j'en ai vu passer, je ne peux pas nommer des noms comme ça, mais on pourra revenir aux besoins. Mais je sais que d'ailleurs, Mélina Roy, qui était une panéliste ici, qui a fondé le super beau réseau, mes collaborateurs RH, j'ai vu passer sur le groupe quelques références, effectivement. Mais j'ai eu vent, pas études scientifiques, mais que certaines peuvent être assez coûteuses. Donc, je ne sais pas si on parle de PME ou de grande organisation, là, mais des fois, le bon vieux fichier Excel pour commencer, ça peut faire le travail. Donc, Excel, je ne dis pas que ça sauve des vies, là, mais ça peut accélérer, ça peut accélérer le travail, évidemment, des budgets. Mais il y en a au besoin, on pourra donner des noms. Je ne sais pas, toi, Claudia, si tu en connais Oui, je connais WorkTime, WORKIND, qui a été développé récemment. Super intéressant. Là. Dans le fond, les gens investissent vraiment dans ce qu'ils veulent. Un traiteur, buanderie, pas buanderie, mais nettoyeur. Nettoyeur, des services de coiffeur à la maison, des trucs comme ça pour simplifier la vie à la maison. Sinon, les assurances collectives, souvent, si vous en avez, ils offrent la possibilité d'avoir des comptes de gestion de santé ou des comptes de gestion mieux-être. Fait que dans celui de mieux-être, la personne peut avoir 200 $ dans l'année à investir dans son mieux-être. Fait que ça peut être, c'est l'employeur qui choisit quelle catégorie veut offrir dans ce compte-là, mais ça aussi, c'est intéressant. Bien, excellent. Donc, il est déjà 12h01. Je vous remercie infiniment de votre générosité aujourd'hui. C'était fort agréable et très, très enrichissant. Je pense qu'on l'a vu aussi au nombre de questions que ça a suscité chez les participants. Donc, merci infiniment d'avoir été là, d'avoir pris le temps de partager vos expériences, vos connaissances avec nous. C'était fort, fort apprécié. Grand plaisir. À très bientôt. Merci. Bye bye. Bon après-midi. Bye. Au revoir. Donc,